Je suis Béatrice Dorigo et tu écoutes et tu regardes Pilule Rouge, le podcast qui démonte les illusions qui dirigent ta vie. Aujourd'hui, pas d'illusions à démonter, mais avec moi un homme qui a fait de la peur son terrain d'étude depuis des années. Cet homme, c'est André Charbonnier, auteur de plusieurs livres et créateur de la méthode qui porte son nom. Alors, épisode après épisode dans cette saison, on a démonté les peurs, les illusions, les mensonges. Et en fait, tout ça revient à une seule question qu'on va aborder avec André, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'être vraiment qui nous sommes. Avec André, on va parler de déclic, on va parler de motivation, on va parler d'échec, on va parler de réussite, on va parler de son parcours et puis bien sûr, on va parler de sa méthode. Alors installe-toi, on commence. Alors, ma première question, c'est imagine que, tu es ton meilleur ami et que ce meilleur ami parle de toi à quelqu'un qui ne te connaît pas. Qu'est-ce qu'il dit? J'imagine qu'il dit, c'est quelqu'un qui est très fort dans l'aide aux autres. C'est quelqu'un qui s'est accompagné d'une façon incroyable et que j'ai vu nulle part ailleurs. Il est capable de trouver l'origine de nos souffrances et de tracer un chemin pour se libérer de ces souffrances d'une façon incroyable. Je crois que c'est OK, ça qu'on dirait de moi. OK, et donc tu te reconnais dans ce portrait? Ouais, Ouais. ça c'est moi ça. J'aimerais bien savoir quelle est la peur, qui t'a coûté le plus cher à traverser? Ouais, en fait, il y en a eu deux. Il y a eu la peur de l'insécurité que j'ai traversée par ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire un effondrement total. Mais en fait, celle-là, elle a été très difficile, mais très rapide. Je l'ai traversée en quelques instants. C'était comme de tomber dans un gouffre. Et je suis ressorti de ce gouffre, mais sans perdre connaissance, sans rien. Et là, d'un seul coup, plus jamais je n'ai connu l'insécurité de ma vie. Et la deuxième, qui a duré plus longtemps, c'est la peur de la solitude. Alors que je ne pensais pas en être victime. Je pensais que j'avais traversé ça, et il y a des événements qui m'ont fait surgir cette peur d'un seul coup. Et là, je suis retombé aussi dans une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que j'ai passé 3 jours à vraiment à penser qu'il n'y avait que la mort qui pouvait faire cesser cette souffrance. C'était un truc à se taper la tête contre les murs. Et j'ai réussi à m'en sortir parce que euh, je voyais que je crevais d'être seul, mais je n'ai pas demandé à l'univers de m'envoyer quelqu'un. Mmh. J'ai demandé à l'univers de me soutenir pour traverser cette peur et j'ai tenu bon. Et puis, un soir, le troisième soir, donc je me suis couché et j'ai su que le matin, ça serait fini. J'ignore comment, mais dans la nuit, effectivement, j'ai traversé ça. Et le matin, je me suis réveillé et plus jamais je me suis senti seul. Il s'est passé quoi pour que tu te mettes en mouvement dans ces moments-là, en fait? J'avais Mmh. déjà modélisé les peurs, d'où elles viennent, leur raison d'être, et je savais que j'étais face à quelque chose que je devais traverser. Je savais que je n'étais pas en train de subir quelque chose. J'étais vraiment conscient du fait qu'il m'était envoyé un peu comme, allez, c'est l'heure pour toi de traverser ça, et je connaissais la méthode en quelque sorte. Et donc pour moi, c'était juste une souffrance. Et dire, bah ok, c'est que de la souffrance, ça va aller, ça va passer. Donc je savais que je traversais. Donc ça, c'était quand tu connaissais déjà la méthode, en fait, de comment on traverse ses peurs et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient te dire? Et si on revient à la première peur avant que tu connaisses la méthode, donc comment tu as pu, avoir cet élan, en fait, de vouloir aller comprendre, de vouloir traverser ça? Ben, en fait, c'était très difficile pour moi parce que justement, j'avais pas de sensation, j'avais aucune émotion et je comprenais rien, mais je comprenais même pas que je souffrais. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour
arrivé à comprendre que ça allait pas dans ma vie. Et pour ça, en fait, c'est quand j'ai eu des enfants. Il a fallu que j'ai des enfants qui m'ont fait miroir de mon impossibilité à affronter le monde. Vraiment, je n'étais pas équipé. Et j'ai réussi à élever mes enfants parce que j'étais éducateur et que j'avais des références d'éducation. Mais à l'intérieur de moi, je sentais qu'il n'y avait rien, ce vide incroyable. Et donc, je ne suis pas allé parce qu'il y avait quelque chose en trop, c'est parce qu'il y avait quelque chose en moi et je pouvais plus, j'en pouvais plus de ce vide. Et c'est là que j'ai décidé de faire une psychanalyse qui m'a permis d'identifier le problème qui me central pour moi. OK, et comment ça s'est vraiment passé? Parce que tu dis tes enfants t'ont fait miroir, mais en fait, c'était quoi ce miroir? Qu'est-ce que tu voyais dans ce miroir? Je perdais mes moyens, c'est-à-dire qu'il y a des moments, mes enfants me mettaient en rage et je me Mmh. reconnaissais plus du tout. Et la seule solution positive et constructive que j'avais trouvée, c'était de tout arrêter et de sortir, d'aller me calmer dehors pour éviter de leur faire subir des trucs comme ça. J'avais pas compris à l'époque qu'en fait, ils me mettaient devant mon manque. Et j'étais en rage parce qu'ils me montraient que j'étais vide, que j'étais pas un vrai père. Ça, tu l'as compris en partie avec, la psychanalyse? Alors en partie, mais je l'ai surtout compris quand j'ai modélisé, quand j'ai créé mon modèle. J'ai compris ce qui se passait pour moi. La Tu peux raconter psychanalyse, un peu? elle Mmh. m'a montré surtout que j'étais personne et que j'avais pas de père, puisqu'en fait, le problème que j'avais, c'est que mon père charbonnier n'était pas mon géniteur et que c'était un secret de polichinelle. Donc tout le monde le savait, mais personne n'en parlait. Mais moi, j'étais au courant sans être au courant. J'étais comme tout le monde. Et en fait, j'étais nulle part. On pourrait dire j'avais deux pères et j'en avais zéro. Et Mmh. j'étais dans ce non-espace, quoi. J'étais nulle Mmh. part. Et notamment, il y a un épisode où on rentrait, donc mes trois enfants étaient nés, et ils étaient déjà un petit peu âgés. On était allés faire des courses avec leur mère, on était tous les cinq, et on est rentré dans l'appartement. J'étais le dernier à porter des paquets. Tout le monde est rentré et il y a un de mes fils qui m'a claqué la porte au nez. Ça m'a mis dans une rage, mais folle. Mmh. Et donc, je suis allé me calmer, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose là qui m'échappait totalement. Et en fait, j'ai compris en psychanalyse que je voyais que mon fils me niait. Je n'avais pas d'existence pour lui. Ce n'était pas le cas, mais moi, c'est ce qui m'était donné à voir. OK. Ça, tu as pris conscience avec tes enfants, mais est-ce qu'il y a eu des signes, avant que tu qui te renvoyaient la même chose et que tu as pas vu Alors, une je le fois que voyais, j'arrivais pas à comprendre. Par exemple, j'étais le clown. C'est-à-dire que comme j'avais pas d'identité propre, je m'en suis créé une en devenant le blagueur. Et j'étais très très fort dans les blagues, j'arrêtais pas de déconner. Et à tel point que ça m'a posé des problèmes dans des endroits où j'aurais dû être pris pour quelqu'un de sérieux. Et j'étais, par exemple, à l'école d'éducateur, je faisais le boulot, etc. Mais je déconnais tellement que j'ai failli me faire mettre à la porte. Parce que les gens croyaient que je leur manquais de respect, que je manquais de respect à l'institution, ce qui n'était pas du tout le cas. Juste, j'essayais d'exister. Donc ça, je l'avais repéré. Et ça, pour autant, ça ne résolvait rien. Mais je voyais que c'était un masque que je me mettais à moi-même, mais sans plus. mmh, c'est quand c'est vraiment devenu insupportable par le biais de ce que tu voyais dans le miroir de tes enfants que là, ça t'a poussé à vouloir comprendre? Oui, c'est ça. Il C'est le faut que je fait fasse d'être quelque chose, j'en peux insupportable. plus, quoi. Ouais. Combien de fois tu as eu envie de baisser les bras en te disant, «J'y arriverai pas» ou «C'est trop dur»? À quoi bon? À quoi bon? Plein de fois. Plein de fois, et en même temps, je dois dire que ce sont des moments qui n'ont jamais duré, mais vraiment très très peu de temps. Il y a quelqu'un avec qui je travaillais quand je dirigeais un centre de formation, il m'avait dit, mais André, à mes yeux, tu es un vrai bulldozer. Tu prends des claques, tu tombes, et immédiatement tu te relèves et tu redémarres.
Et c'est vrai, je m'étais reconnu quand j'avais vu une citation, quelqu'un qui disait, on reconnaît quelqu'un au fait qu'il réussit, pas au nombre d'échecs qu'il connaît, mais au nombre de fois où il se relève. Et C'est moi, j'ai vrai. fait que ça toute ma vie. Jamais je suis Mmh. resté à terre. Jamais, jamais, jamais. Et alors, pour toi, qu'est-ce qui fait que tu as cette capacité-là? Est-ce que c'est une capacité à acquérir? Est-ce que c'est quelque chose à travailler? Ou est-ce que, on naît avec? Alors, on a des talents. Et ces talents, ils naissent de deux choses, selon moi. D'une part, de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Par exemple, moi, j'ai le talent de réactivité. Comme j'étais personne, j'avais peur en fait d'entendre une phrase, c'est toi, si t'es pas content, retourne d'où tu viens. Et donc, ça m'a transformé en quelqu'un d'hyper réactif parce que je voulais surtout pas déclencher cette phrase. Et donc, ça m'a créé un talent que j'ai beaucoup apprécié, d'être hyper réactif, c'est agréable. Et je pense qu'on a aussi des talents qui nous viennent d'une façon plus spirituelle on va dire, de notre âme. C'est-à-dire qu'on s'incarne déjà avec des talents. Et moi, je suis descendu avec une conscience plus profonde que j'avais un chemin et j'avais un destin qui ne correspondait pas à ma vie basique, que j'avais un destin beaucoup plus élevé. Et ça m'a guidé toute ma vie. Alors, ça fait partie de ta méthode qui dit, enfin, où l'idée, c'est que en fait, on vient en perdant, heu, qui on est et que la grande aventure de la vie, c'est de le retrouver, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est Neil Donald Walsh l'a parfaitement résumé dans son livre en anglais parce qu'il dit You are here to remember, c'est-à-dire à la fois pour vous souvenir et pour vous remembrer. C'est exactement ça. On n'est plus nous-mêmes, on a perdu des morceaux de nous-mêmes, on se fait perdre des morceaux de nous-mêmes et on se fait oublier qui on est. Et qui on est, c'est quelque chose d'extraordinaire et de 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus que ce qu'on croit quand on est uniquement dans notre mental ego. On a des choses bien, bien plus puissantes. Donc effectivement, à partir du moment où on sait qu'on a vécu une grande descente et qu'on est là pour remonter, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça que les gens qui bénéficient de ma méthode, ils ont toujours cet élan quand ils comprennent vraiment le plan global de l'incarnation. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Alors que moi, je me souviens, j'avais 17 ans, je venais de me faire foutre à la porte de l'école, et j'étais en train de serrer des boulons dans une usine, et il y a quelque chose en moi qui me disait non, c'est pas ça ta vie. Il y a un grand destin qui t'attend. Mais en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Tu n'as rien, tu es nul, tu n'as pas de formation, pas de métier, qu'est-ce que tu racontes? Et donc les gens qui bénéficient de ma méthode, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ils passent directement, ah, je comprends. Je comprends que je dois remember. Mmh. En fait, les talents dont tu parles, ça peut aussi être à l'inverse des boulets. Oui, il y a deux dimensions. D'une part, on peut prendre par exemple la curiosité, c'est un très bon exemple. On dit la curiosité est un vilain défaut. Et effectivement, si j'utilise mon talent de curieux pour aller fouiner partout dans les affaires des gens, ça va pas être bien. Par contre, si je suis chercheur au CNRS et que je ne suis pas curieux, ça va me poser des problèmes. Et Oui, pour la peur, alors si on revient à la peur, comment je peux nourrir le talent du courage, en fait? déjà, on a effectivement des différences à la base. Par exemple, quelqu'un qui a dans sa structure, c'est-à-dire dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui a tendance à se faire aider, demander de l'aide. Et même des fois euh, qui peut ennuyer son entourage parce qu'il n'arrête pas de demander de l'aide. Bah, cette personne, si elle se fait accompagner, elle n'a aucun problème pour demander de l'aide, évidemment. Et donc, elle va avancer assez rapidement. A contrario, quelqu'un qui est structuré sur le fait de jamais demander d'aide, bah, lui, il est handicapé pour traverser ses peurs, puisqu'il doit aller à l'encontre de sa structure. Donc, il y a déjà ça. Pour avancer, le plus simple, c'est d'essayer d'avoir une représentation de là où je vais. Ça aide beaucoup.
Mais évidemment, je ne peux pas le voir en moi, puisque si j'en suis là, c'est que je ne suis pas autre chose. Et donc, je dois trouver ça, par exemple, chez des personnes que j'admire, puisque l'admiration me dit ça. L'admiration, c'est un sentiment qui me dit, imite la personne que tu admires. Ça veut dire que si j'admire quelqu'un, je sais que je l'ai en moi. Si j'admire quelqu'un pour son courage, eh bien, ça veut dire que j'ai le courage en moi. Donc j'essaye de me projeter dans le futur et de voir qui j'admire et aussi comment vivent les gens que j'admire. Par exemple, c'est une phrase qu'on prononce souvent quand on accompagne des clients. On dit aux clients, j'ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Et effectivement, moi j'ai été j'ai été cette souffrance, j'ai été cette peur, j'ai été cette limitation. Et donc quand les clients ils me voient, ils font ah ouais, donc j'ai espoir. Là, j'ai bon espoir. Oui, tout à fait. Et ça aide, vraiment. Justement, ceux que ça aide, OK, et j'imagine que dans les personnes que tu as accompagnées, il y en a que ça n'a pas aidé ou qui ont pas réussi à transformer? Oui, parce qu'il y a une règle, c'est vraiment une règle de fonctionnement, ça, c'est une loi de l'être humain blessé, il résiste à son changement. Puisque les mensonges qu'on a créés pour conserver l'image de nos parents impeccable, pour conserver maman égale amour, papa égale sécurité, on a créé ces mensonges, on s'est accusé de ce qu'on a subi, et donc on se retrouve à vouloir garder nos mensonges intacts, parce que ces mensonges, c'est ce qui nous a sauvé la vie. Donc vouloir mettre les mensonges à mal, parce que se libérer, c'est se libérer des mensonges, notre mental ego, il dit, bah non, si tu te libères de ça, tu vas mourir. On a fait ça pour survivre. Et c'est ça qui nous fait résister. Et donc la question, ça va être, qui va être le plus puissant? Est-ce que ça va être mes résistances ou est-ce que ça va être mon envie de me libérer? Et généralement, ce qui va aider, c'est la souffrance. Parce que si mes peurs sont plus fortes que ma souffrance, je vais rester en l'état, je vais résister. Mais si ma souffrance est plus forte que mes peurs, je vais dire non, c'est fini. Il faut que j'avance, même si j'ai peur. Et donc j'ai le courage, j'ai peur, j'avance quand même. Et c'est ce qui fait, monter en conscience, en fait. C'est ce processus-là, je traverse, je prends conscience, je traverse l'épreuve d'après et cetera et donc je gagne des unités de conscience, c'est ça? Exactement. C'est la conscience, c'est l'opposé de l'hypnose. Je vis sous hypnose tout le temps. Je suis en quelque sorte possédé par mes mensonges. C'est le fameux c'est plus fort que moi. Je dois toujours me sacrifier. C'est plus fort que moi. Je dois me dévaloriser. C'est plus fort que moi. Il y a un moment donné, je vais comprendre ce qui se passe. Je monte en conscience là-dessus et c'est ça qui me permet de me libérer. C'est le premier levier, c'est la compréhension. Il y a un facteur temps aussi dans ce parcours. Hem, C'est-à-dire que, à partir du moment où je prends conscience, que je suis prisonnier de mes mensonges, et de mes illusions et cetera, j'ai envie de m'en libérer, j'ai envie que ça soit rapide. Or, souvent, j'ai mis des années et des années à construire ça, brique après brique. Qu'est-ce qui fait que je vais garder la motivation, en fait? Qu'est-ce qui va me faire tenir sur la durée, en fait? C'est de considérer le travail que j'ai accompli. Si je regarde le André d'il y a 10 ans en arrière, je fais ah ouais, ça va mieux, ça va mieux. Mais d'un autre côté, cette temporalité, elle est relative parce que j'ai fait 7 ans de psychanalyse à 3 séances par semaine. Déjà, ça a un certain coût, mais sans vraiment, sans fausse modestie, quelqu'un qui vient faire un entretien d'analyse avec un accompagnant, en 2, 3 heures de temps, il comprend plus de choses que moi en 7 ans. Donc, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, le festen, qui va libérer la personne de son schéma de peur, de fabrication des peurs, en 1 mois et demi, la personne, elle est libre. Et donc, ce festen, c'est un peu comme un barrage qu'on fait exploser
Après, il faut encore du temps pour que toute l'eau s'écoule. N'empêche que Mm. le barrage a cédé et ça change tout. Vraiment, on n'est Mm. plus le même après un festin. Justement, bah, pour en venir à ta méthode, euh, si tu devais la, la, la présenter ou la résumer en une phrase, pour toi, c'est quoi? En une phrase, c'est redevenir qui nous sommes en 4 étapes. Et donc, la première étape, c'est le festen. On comprend que nous sommes avec les mensonges sous des injonctions et des interdictions. Il m'est interdit de me réaliser, il m'est interdit de désirer, je suis obligé de me dévaloriser. Voilà, c'est des injonctions et des interdictions. Le festen nous permet de récupérer notre choix. C'est-à-dire que si je me dévalorisais, je suis libre d'arrêter. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, je vais me valoriser. Ça, il faut que je l'apprenne parce que j'ai passé toute ma vie à me dévaloriser. Mais par contre, je récupère mon choix maintenant, j'ai le droit de me valoriser. Et ça va m'amener à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est reprendre les commandes sur l'inconscient parce que justement, cette dévalorisation permanente, c'est ce que j'appelle un programme par défaut. Il faut remplacer tous mes programmes par défaut par des programmes délibérés. Et ça, c'est l'étape 2. Je reprends les commandes. Mon mental conscient reprend les commandes sur mon mental inconscient. Et à partir de là, donc c'est dans l'étape 2 aussi que je deviens intelligent émotionnellement. C'est là que j'apprends à faire la différence entre les symboles et la réalité. C'est là que j'apprends à transformer les oui mais en oui donc, parce que je m'aperçois que ma vie, c'est que des oui mais. Et ça me permet de passer à l'étape 3, qui va être de comprendre que, en fait, j'ai plusieurs postes de commande en moi. Et ces postes de commande, il y a mon corps, il y a mes émotions, il y a mon mental et il y a mon cœur. Et pour l'instant, jusqu'à présent, jusqu'à mon festin, le poste de commande, c'était mon mental. Le mental, le mental, le mental. Et je m'aperçois qu'en fait, le mental, il m'a pourri la vie, quoi. J'écoutais pas mon corps, j'écoutais pas mes émotions, j'écoutais pas mon cœur. C'est lui le boss. Eh bien, dans l'étape 3, on va apprendre à écouter justement nos vrais postes de commande. Et on va apprendre à écouter son corps, on va apprendre à écouter ses émotions, mais on l'a déjà appris dans l'étape 2, en devenant intelligent émotionnellement. Et puis surtout, on va apprendre à écouter son cœur et son intuition. C'est ce que j'appelle le CCI, cœur, corps, intuition. Et on va opérer une translation du mental vers ces postes de commande-là. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de découvrir ce qui se passe quand je suis dans mon cœur. C'est-à-dire, c'est d'accéder à un monde qui est un monde de vibration. Je comprends, je prends conscience que quand j'étais dans mon mental, j'étais dans un monde très dense, très géométrique, très linéaire, très logique, très cartésien. Et en fait, je découvre qu'il y a une réalité 100 fois plus vaste et 100 fois plus vraie. Mais cette réalité est très subtile. Et je comprends à ce moment-là que cette subtilité, elle est, mais 99,9999% de qui je suis. Mon mental, il n'est quasiment rien du tout. Et dans l'étape 4, j'apprends à m'établir dans cette nouvelle demeure. Je déménage, je m'installe dans mon cœur. Mais déjà, quand on est là, quand on vit dans son cœur, tout va bien. Franchement, tout va bien. C'est-à-dire que on est heureux H24. C'est-à-dire, ça veut dire quoi pour toi, heureux? Ça veut dire que rien ne vient troubler durablement ma conscience. S'il y a quelque chose qui vient troubler mon état de bonheur, c'est-à-dire mon état d'être impeccable, la joie, la perfection de l'instant présent, s'il y a quelque chose qui vient troubler, c'est que je suis en train de me montrer à moi-même que j'ai encore quelque chose à libérer à l'intérieur. Je le libère et hop, de nouveau, je reviens. Donc il n'y a plus d'état qui me fait... je ne me fais plus descendre dans un état de marasme. Ça n'existe plus. Et en fait, quand on regagne le cœur, on redevient qui on est. C'est exactement le propos de la méthode Charbonnier. Alors, peut-être qu'on pourrait finir là-dessus et puis savoir, toi, où tu en es aujourd'hui Alors j'en de suis ton là, parcours. je suis établi dans mon cœur le plus souvent. Et quand j'en descends, j'ai l'humilité
de me dire « Ah, tiens, je suis redescendu à l'étape 2 ». Voilà. C'est-à-dire que de nouveau, j'ai un petit enfant à l'intérieur de moi qui est bloqué et que je dois guérir. Et bah, je vais guérir le petit enfant qui est bloqué et je reviens dans mon cœur et tout va bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour finir cet entretien, peut-être pour donner l'espoir aux gens qui souffrent et qui ont encore des peurs plus importantes que la souffrance? Oui, il y a, je crois, Sully Prudhomme qui disait pour tracer un sillon droit, accroche ta charrue à une étoile. Eh bien, cette étoile, elle est en toi, en fait, et tu peux la trouver. On la trouve. J'ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Tout le monde peut faire ça. Il faut juste avoir le courage d'affronter ses peurs au départ, et puis se représenter ce que c'est que de vivre libre. Qu'est-ce que je serais sans mes peurs? Eh bien, regardez les gens qui sont heureux autour de vous et regardez les gens qui ont fait le travail de la méthode Charbonnier, dans quel état d'être ils sont. Vous pouvez devenir comme ça. Faites-le, ça vaut le coup. Merci André. Merci à toi et bravo encore pour toute cette série de pilules rouges. Tu as fait un travail magnifique. Merci. Voilà, c'est la fin de Pilule Rouge saison 1. Mais avant de te laisser partir, laisse-moi te dire 2 choses. Tout d'abord, merci d'être là. Merci d'avoir suivi ces différents épisodes parce qu'ensemble, on a creusé profond. On est allé voir les peurs, la souffrance, l'identité. Et puis aussi, chaque partage, chaque écoute et chaque message, ça m'a dit qu'il fallait une saison 2. Et dans Pilule Rouge saison 2, il y aura des outils concrets, pratiques pour identifier les illusions qui dirigent ta vie à ta place et puis aussi pour voir comment t'en libérer et surtout pour savoir comment construire une vie qui te ressemble. Alors, si ça te dit, abonne-toi pour être au courant de la sortie de la saison 2 et en attendant, garde tes illusions à l'œil et pense à prendre ta pilule rouge.